3 jours ont suffi aux directeurs centraux, urbains et provinciaux de la DGRAD pour élaborer une feuille de route devant permettre à la régie financière d'atteindre voire dépasser les assignations budgétaires de 2023 fixées à un peu plus de 3 950,1 milliards de francs congolais, et c'est au terme de la conférence des directeurs édition 2023 organisée au Cercle Le Gourmand ici à Kinshasa. Et puis, partenariat douane-secteur privé, les relations sont au beau fixe. La conférence qui a mis ensemble l'administration douanière du Katanga et ses partenaires à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en dit long. Les développements de ces titres et bien d'autres dans le corps de fiscalité et développement que vous présente Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Vous avez décidé de prendre part à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, vous n'avez pas tort. Bienvenue donc à Fiscalité et Développement. Évaluation de l'exercice 2022 et défis à relever en 2023. C'est le thème au centre de la conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, tenue du 16 au 18 février 2023 au Cercle de Kinshasa. Nous sommes là dans la commune de la Gombe, venus de toutes les provinces du pays, sous le commandement du directeur général Jean-Parfait Ntabala Mourandi-Kiré. Ces différents directeurs ont peaufiné de nouvelles stratégies pour relever les défis de la mobilisation des recettes, tout en déployant le Logirad, ce logiciel, dans tous les bureaux de la régie à travers l'ensemble du territoire national. Reportage signé Didi Mavambou et Landry Niangi. Signature des actes d'engagement des réalisations des recettes entre d'une part les directeurs généraux de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, Jean-Parfait Ntabala Mourandi-Kiré, et d'autre part les directeurs centraux, urbains et provinciaux de cette régie financière. Cérémonie couronnée par la présence de la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele Mimpa. Par ce geste, ce haut cadre de la DGRAD s'engage à travailler loyalement et à mettre toutes leurs intelligences pour répondre aux attentes du gouvernement en atteignant, voire dépassant, les assignations budgétaires de l'exercice 2023 de l'ordre de 3 950,1 milliards de francs congolais, soit une hausse de 34% par rapport aux prévisions budgétaires de 2022. Après une évaluation sans complaisance de l'exercice 2022 soldée sur une note très satisfaisante en termes de réalisation de recettes, les participants à cette conférence de directeurs ont mis 3 jours pour élaborer une nouvelle feuille de route devant permettre à la DGRAD d'atteindre les objectifs fixés pour 2023. Dans la fourchette des défis à relever, il y a les projets de réforme en cours qui nécessitent une appropriation des directeurs, à l'instar de la poursuite du déploiement du logiciel Logirad, la dématérialisation des procédures, la rationalisation des actes générateurs de recettes, l'élargissement de l'assiette et la codification des textes. Tenant compte de la complexité des défis à relever par la DGRAD dans la réalisation de sa mission, la Direction générale prend l'engagement à faire en sorte que les résolutions découlant des recommandations y formulées soient mises en œuvre. S'agissant des mesures qui ne relèvent pas de la compétence de la DGRAD, nous sommes confiants quant au soutien habituel du gouvernement de la République à travers son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, que nous remercions de nouveau sincèrement. Intervenant à cette occasion, la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele Mimpa, a promis l'accompagnement de son institution dans la mise en œuvre des actions identifiées. Le rapport final démontre non seulement que la tâche est immense, mais aussi que nous pouvons faire mieux pour que la RDC collecte les recettes à la hauteur de son potentiel fiscal. Et c'est vers cet objectif que nous devons tous conjuguer nos efforts.
Il est impérieux de rappeler qu'en 2022, sur les assignations budgétaires de l'ordre de 2 935 milliards de francs congolais, la DGRAD a mobilisé 3 107,2 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 105,8%. Une performance que cette régie financière espère rééditer si et seulement si les réformes en cours d'exécution se poursuivent sans embâche. Toujours à la DGRAD, la sensibilisation et la vulgarisation pour la canalisation des recettes générées par la police nationale congolaise au compte général du Trésor public était au cœur d'un atelier organisé par la DGRAD le jeudi 16 février 2023 sous le haut patronage du ministère des Finances en partenariat bien sûr avec la police nationale congolaise PNC. Objectif, maîtriser le cadre juridique ainsi que les textes légaux et réglementaires relatifs à la mission confiée de manière spécifique à la police nationale congolaise dans la collecte des recettes non fiscales de l'État en tant que service d'assiette. Priska Sekana et Armen Goma étaient présents. Officiers des polices des circulations routières, commandants de commissariat urbain, police criminelle, services de gardiennage, police judiciaire et autres unités génératrices des recettes non fiscales de l'État du secteur de la PNC ont participé à cet atelier de sensibilisation, vulgarisation et canalisation des recettes générées par la police nationale congolaise. Ouvert par le colonel Bingama, représentant le commissaire général de la police nationale congolaise empêché, cet atelier vise l'appropriation des outils juridiques et administratifs des finances publiques devant éveiller la conscience des éléments de la police nationale congolaise dans l'exécution contrôlée et parfaite de la collecte de recettes non fiscales au profit du Trésor public. Prenant la parole au nom du directeur général de la DGRAD empêché, Jean Mwena Lubamba, directeur urbain de la DGRAD Kinshasa-Ouest, a rappelé le contexte ayant conduit à l'organisation de ces assises. Le haut responsable des services, c'est-à-dire la DGRAD et la police nationale congolaise, avaient essayé de se concerter pour trouver des voies et moyens, arriver à une maximisation satisfaisante des recettes non fiscales du Trésor public, notamment et spécialement ici dans le cas qui nous concerne, des recettes du secteur de la police nationale congolaise. Alors, dans leur réflexion, ils ont résolu de constituer une commission mixte qui devrait ensemble essayer de réfléchir pour dénicher les maux qui gangrènent et qui empêchent la maximisation des recettes du secteur de la police nationale congolaise. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont monté une commission avec des experts de la police nationale et le DG de la DGRAD avait aussi désigné quelques experts de la DGRAD et ensemble nous avons travaillé pendant plus de 10 mois et au bout de nos travaux nous avons trouvé plusieurs résolutions et nous avons fait plusieurs recommandations parmi lesquelles il y a cette activité d'aujourd'hui. Lutter contre le mot qui gangrène et empêche la maximisation des recettes au sein de la police nationale congolaise n'est pas facile mais pas impossible. Seule condition, maîtriser les cadres juridiques ainsi que le texte légaux et réglementaire en vigueur. Le colonel Wilfried Chimoussa, commissaire supérieur de la PNC, l'a démontré lors de son intervention. Il a parlé de la police nationale congolaise en tant que service d'assiette. Aujourd'hui, la loi, l'ordonnance loi numéro 18-003 du 13 mars 2018 qui fixe la nomenclature des taxes, des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Nous reconnaissons la qualité de service d'assiette. Nous pouvons aller maintenant collecter, chacun dans son domaine, dans ses responsabilités. Comment? Moyennant une procédure, à partir de ces instruments-là,
il faut, pour que vous arriviez à collecter, à constater, à liquider, il faut qu'il y ait pour chaque acte générateur un fait générateur. S'il n'y a pas de fait générateur, vous ne constatez pas, vous ne liquidez pas. Pour ce qui est des amendes transactionnelles, il faut qu'il y ait une infraction. Sans infraction, il n'y a pas constatation, il n'y a pas liquidation, donc il n'y a pas amende transactionnelle. C'est l'infraction ou la contravention qui peut amener à cette amende-là, qui peut ou n'est pas amener à cette amende-là. Mais vous le savez si bien que ce n'est pas toute infraction qui aboutit à une amende. Ça dépend de la qualification ou de la qualité de l'infraction. Dans un état de droit, nul n'est censé ignorer la loi. L'épée de Damoclès est donc suspendue sur la tête des éléments de la police nationale congolaise. Ils sont prévenus et avertis et doivent agir en toute responsabilité dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes dans la collecte de recettes non fiscales et ce, au profit du compte général du Trésor public. Dans le but de renforcer les capacités des administrations douanières en matière de lutte contre le terrorisme transfrontalier et le trafic illicite d'armes et des composants servant à la fabrication des engins explosifs improvisés, l'Organisation mondiale des douanes, région Afrique occidentale et centrale, OMD-AOC, a organisé du 8 au 17 février 2023 une formation à l'intention des directeurs centraux et provinciaux de la DGDA Kinville et Kin Aéroport, avec la collaboration du Bureau régional des liaisons et de renseignement de l'AOC. Ce renforcement des capacités a été axé sur l'unité de coordination opérationnelle ICO, dénommée Opération Alamba 3 à la FI. Témoin de l'événement, Marlène Bassoussou et Landrine Nyangi. Renforcer les capacités des administrations douanières de la région Afrique occidentale et centrale AOC pour une vigilance lors des opérations transfrontalières, c'est la raison de l'installation de l'unité de coordination opérationnelle UCO, dénommée Opération Alamba 3 à la FI, sur la lutte contre les trafics d'armes et de produits servant à la fabrication des engins explosifs improvisés. Une formation organisée par la vice-présidence de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, en collaboration avec les bureaux régionaux des liaisons et renseignements de l'AOC au profit des directeurs centraux et provinciaux de la DGDA Kinshasa-Ville et Kinshasa Aéroport. 10 jours ont donc suffi pour l'unité de coordination opérationnelle d'être basée à Kinshasa en vue de superviser le contrôle mis en place. L'opération qui vient de se dérouler ici chez nous a un intérêt tout à fait particulier. Comme vous le savez, parmi nos missions, nous avons notamment la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Avec l'émergence de défis actuels, tels que le terrorisme violent, l'OMD, notre Organisation mondiale des douanes, se focalise sur la sécurité. Parce que, comme vous le savez, traditionnellement, la douane s'occupe de mobiliser les recettes pour donner à l'État le moyen de sa politique. C'est quelque chose de vraiment magnifique. Pourquoi? Parce que les administrations se mettent ensemble. Les terroristes, ils n'ont pas de frontières, ça, il faut le savoir. Nous, on a de frontières et quand ils traversent les nôtres avec ces marchandises qui, à première vue, génèrent des recettes, mais dont l'usage détourné peut servir plutôt pour les actes de faits terroristes, qui cette fois-là menacent la souveraineté de nos États. Donc il est bon qu'avec le renforcement du pouvoir de la douane depuis Punta Cana, qui donne cette force à la douane de pouvoir se positionner comme un acteur de la sécurité, que des actions ont été entreprises dans ce sens. Donc si les collègues d'ici et des autres pays comprennent mieux le message que nous avons voulu passer, maîtrisent mieux le contrôle de ces marchandises à double usage, donc nous aurons atteint pleinement nos objectifs. Motif de satisfaction pour les participants pour les nouvelles connaissances acquises afin de barrer la route au terrorisme transfrontalier, à la fraude douanière et à la contrebande. Aimerions-nous exprimer ici nos vifs remerciements et notre profonde reconnaissance aux douanes congolaises, particulièrement à Madame le directeur général,
pour avoir accepté d'abriter l'unité de coordination opérationnelle ici à Kinshasa et surtout pour toutes les facilités et commodités mises à notre disposition pendant notre séjour à Kin-Label. Le directeur général adjoint chargé de l'administration et finances a remercié les secrétariats de l'OMD pour tous les efforts fournis dans le renforcement des capacités des pays membres. Jean-Louis Baouna, représentant le directeur général des douanes et accises Jean-Blandine Kawanda empêché, a évoqué l'importance de cette formation pour la douane congolaise. Nul n'est besoin de rappeler l'ampleur et la cruauté des actes terroristes perpétrés par les groupes armés qui sévissent dans la partie est de la République démocratique du Congo, notre pays, et plus précisément par le groupe M23, derrière lequel se cache le Rwanda. La montée en puissance du terrorisme dans le monde nous interpelle tous en tant que personnes et en tant qu'agents de première ligne à la frontière. Il nous revient donc de combattre ce fléau en mutualisant nos efforts et en partageant au maximum les informations en vue de léguer aux générations futures une société où règne la paix telle que le recommande le thème de l'année 2023, à savoir accompagnement de la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. L'objectif de ces assises était de renforcer les capacités des administrations douanières de l'AOC en vue d'une sécurité transfrontalière efficace pour une maximisation accrue des recettes des États membres. Signalons que la cérémonie d'ouverture de ces assises a été présidée par le directeur général adjoint chargé des techniques et réformes, Bernard Kabessé. Toujours à la direction générale des douanes et accises, notre correspondant permanent dans le Grand Katanga, Lambert Yuma Ramazani, nous parle ici, dans ce reportage, de la tenue vendredi 17 février 2023 à Lubumbashi d'une conférence qui a mis face à face l'administration douanière provinciale du Katanga et ses partenaires. Regardez. C'est la Fédération des entreprises du Congo, section du Haut-Katanga, qui a organisé en son siège cette conférence du vendredi 17 février courant. Axée sur le partenariat entre la douane et le secteur privé, ce qui est passé finalement pour une matinée fiscale a vu 3 orateurs exposés devant un parterre d'invités dont les importateurs et les commissionnaires en douane. Occasion pour le directeur provincial de la DGDA Katanga de rappeler aux uns aux autres les missions principales de mobilisation des recettes publiques liées aux importations et aux exportations confiées à la douane. René Kalala n'a pas manqué d'interpeller les déclarants et les importateurs en vue de s'engager dans la célérité et la régularité en ce qui concerne les opérations préfinancées ou prépayées qui, liquidées, non payées, prennent aujourd'hui des proportions très inquiétantes, plombant ainsi les efforts de mobilisation plus accrus des recettes douanières. En quoi le préfinancement est-il une entrave dans la mobilisation de recettes? Généralement, pour ce qui est des commissionnaires en douane, chaque mois ou à des séquences régulières, nous leur envoyons au nom de la DGDA des invitations à venir sous peine de contraintes à payer leurs déclarations liquidées non payées. Moi, en tant que mobilisateur principal de recettes pour la province, je me rends compte, lorsque j'ai fait des études sur ma capacité à mobiliser les recettes pour le compte du Trésor, qu'il y a un gros montant flottant des déclarations liquidées non payées. Et lorsque nous faisons une analyse, une étude pour savoir quel est l'essence, quelle est la source de ce retard dans le paiement des déclarations, nous nous rendons compte que finalement, cela est dû à l'incapacité des commissionnaires en douane à faire face au paiement des importations ou exportations, plus des importations de leurs clients. Différents intervenants ont échangé la parole pour plus de lumière sur la meilleure collaboration avec la douane. Pour l'autorité provinciale douanière, les bons résultats ne peuvent s'obtenir que par un changement des mentalités dans le chef de tous, des uns et des autres, douaniers tout comme déclarants et importateurs.
Retour à Kinshasa, vous l'avez certainement suivi, l'inspection générale des finances IGF a rendu public mercredi 15 février 2023 les conclusions de son enquête diligentée au mois de janvier 2023 qui a porté sur la convention de collaboration d'avril 2008 entre d'une part la République démocratique du Congo et d'autre part le groupement d'entreprises chinoises. Selon ce rapport de l'IGF, ce contrat chinois avait un caractère arbitraire, discriminatoire et illégal de la fixation et de la répartition du capital social. Images et commentaires de nos confrères de la cellule des communications de l'Inspection générale des finances. L'Inspection générale de finances vient de rendre public le 15 février 2023 son rapport sur l'évaluation de la convention SICOMINE, appelée aussi contrat chinois minerai contre infrastructure de base pour la RDC. Ces contrats qui a été signé en avril 2008 totalisent à ce jour 16 ans. Il ressort des conclusions de l'IGF plusieurs irrégularités et déséquilibres en défaveur de la RDC. À titre d'exemple, la RDC a apporté, dans l'affaire de gisements évalués à 93 milliards de dollars américains, mais dans la répartition de capital de la société, la partie chinoise, qui n'a rien apporté, a obtenu 68% et l'État congolais 32%. Sur le revenu généré par l'exploitation, les sociétés chinoises ont empoché 9 milliards de dollars américains, les banques ont encaissé 2 milliards d'intérêts sur le prêt. Tandis que l'État congolais n'a bénéficié que des infrastructures, 822 millions de dollars américains. Ces infrastructures données à l'État congolais sont du reste totalement surfacturées. L'État congolais a consenti des exonérations de près de 3 milliards de dollars américains. La SICOMINE n'a jamais rapatrié le devise d'exportation de minerais congolais pour faire tourner l'économie. La production de la SICOMINE est vendue aux sociétés chinoises à moitié prix, faisant perdre à la GECAMINE près de 7 milliards de dollars américains. Devant de telles irrégularités, l'IGF exige la révisitation de la convention SICOMINE, le paiement de tout le droit dû à l'État et la mise dans la disposition de la RDC d'un montant minimum 1 milliard en 2023 pour les infrastructures de base prévues dans la convention. Les déséquilibres criants qui ont été constatés, les bradages, la dilapidation de nos minéraux constatés dans ces contrats a été également l'œuvre de beaucoup de fils égarés de notre pays qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre contre notre pays. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés. Il faut noter que la SICOMINE devrait construire 5000 logements sociaux, 145 centres de santé, 2 universités, 2 barrages hydroélectriques, 31 hôpitaux de 150 lits, les aéroports de Goma et Bukavu, 3700 km de voies ferrées. À ces jours, rien de tout cela n'a été réalisé. Ont pris part à cette rencontre les responsables de la SICOMINE, le ministère de Mines, la Banque centrale du Congo, la GECAMINE, l'Agence de pilotage de coordination et le suivi des conventions de collaboration entre la RDC et les partenaires privés, au final, l'Inspection générale de finances. Première réunion ordinaire du comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement CD2. Elle s'est tenue mercredi 15 février 2023 pour faire le point sur son organisation et son fonctionnement, établir les bilans de la mise en œuvre du premier CD2 et pour approuver les affectations du second contrat. Au finish, il fallait donc décider des orientations, valider les secteurs et projets qui font l'objet des financements. Muriel Makesse et Armen Ngoma pour les détails. C'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a personnellement présidé cette réunion du comité d'orientation stratégique du contrat de désendettement et de développement C2D entre la France et la République démocratique du Congo.
Il consiste à transformer la dette du pays en financement des projets de développement. Pour l'heure, de par son organisation et son fonctionnement, les membres du comité d'orientation et de suivi ont noté la nécessité de se réunir régulièrement pour faire le point sur l'état de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement, suivant les dispositions du décret 14/004 portant sa création et son organisation. Les rôles et responsabilités de tous les acteurs ont été rappelés par le membre du comité. Régulièrement, nous nous rencontrons au niveau politique, c'est-à-dire les autorités gouvernementales de la RDC et puis les autorités françaises représentées par l'ambassadeur à Kinshasa pour décider des orientations, c'est-à-dire valider les secteurs, les projets qui feront l'objet de ce financement particulier. C'est une réunion qui se tient en principe chaque année sur un rythme annuel, qui malheureusement avait été un peu retardé. Et donc là, il était temps de la tenir, et nous avons pu donc la tenir avec le vice-premier ministre de la fonction publique, avec madame la ministre qui s'occupe de la formation professionnelle, et ainsi qu'avec le ministre des Finances, bien évidemment. Les résultats sont très bons. Nous avons acté toute une série d'orientations, non seulement s'agissant des secteurs et des projets, mais aussi sur la manière de travailler entre nous. S'agissant du bilan de la mise en œuvre du premier contrat, les membres du comité d'orientation et de suivi se sont félicités sur les cotes obtenues dans les 4 secteurs de concentration, à savoir éducation, formation professionnelle, eau et assainissement, ainsi que dans la gouvernance financière. Des progrès ont été réalisés dans les secteurs de l'eau et assainissement avec l'accès de plus de 500 000 habitants dans les communes de Nsele, Kinkole et Mongafula à l'eau potable et la création d'emplois, de l'enseignement avec la mécanisation de plus de 26 700 enseignants et la construction de plus de 700 salles de classe entre 2013 et 2021 dans 114 écoles à Kinshasa, Bandundu et Congo central. De la formation professionnelle à travers l'inauguration par le chef de l'État du bâtiment de l'INPP Mbandaka. Enfin, au niveau de la gouvernance financière, il est noté des progrès dans la mobilisation des recettes, avec notamment la mise en place de la chaîne des recettes. Alors, ce mécanisme a l'avantage d'être pratique, assez simple, facile à mettre en œuvre, puisque l'argent part d'ici, il va et revient vers nous. Et donc, nous devons en faire le meilleur usage possible. Je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire ici dans l'orientation des priorités futures. Nous allons compléter ce qui est à compléter, comme on l'a dit, en consultant nos collègues. Et j'espère que nous allons maintenir cet élan pour que rapidement nous puissions apporter des solutions à nos populations. Mais je voudrais néanmoins quand même féliciter également le secrétariat technique pour son appui, parce qu'il a été présent, il a été là. Et j'espère que ce COS va nous permettre de corriger ce qu'il y a à corriger et de repartir avec beaucoup plus d'engagement pour atteindre nos objectifs, comme vous l'avez si bien indiqué. Au vu de ces progrès, 25 millions d'euros seront affectés à l'éducation, 16,5 millions d'euros à la gouvernance financière, 10 millions d'euros à la formation professionnelle et 9,4 millions d'euros à l'eau et la santé, avant de déterminer les activités devant être couvertes par la formation professionnelle et la composante eau et santé. Quittons la capitale Kinshasa pour nous rendre à l'intérieur du pays. L'alimentation de la ville de Mbuji-Mayi en énergie électrique et l'installation de la ligne de transport vient de connaître une avancée très significative avec la pose des premiers panneaux solaires sur le site de Chipuka, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Kasaï oriental, d'une superficie de 80 hectares. C'était vendredi 10 février dernier, en présence des experts du Fonds de promotion de l'industrie FPI, le principal bailleur de fonds de ce projet à caractère hautement social. Détail, celui des communications du FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Le vendredi 10 février 2023 restera une journée inoubliable dans les annales du Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Le pourquoi? Les premiers panneaux de la centrale photovoltaïque de Chipuka, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi, devront produire 10 MW pour alimenter la ville de Mbuji-Mayi en énergie électrique la journée, avec une possibilité de produire 5 MW la nuit, ont été posés. Le parcours a été parsemé de beaucoup d'embûches jusqu'à rendre plus d'un observateur sceptique quant à la matérialisation de ce projet. Mais grâce à la détermination et l'abnégation du Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, qui est le bailleur de fonds du projet, mais aussi avec l'engagement du groupement Assam Alan Pejesco, l'entreprise égyptienne qui exécute les travaux, ainsi que de Grants International, l'entreprise kosovare qui est le bureau de contrôle, surveillance et suivi des travaux. Le challenge est en train d'être remporté au la main. Trêve des commentaires, retour sur les moments clés du processus. The biggest challenge is receiving all the material. Also, on dit que la grande difficulté, en fait, c'est l'acheminement des matériaux sur le site. C'est ça le grand problème qu'il y a. Mais bon, nous travaillons autour de toutes ces situations-là pour que les matériaux soient arrivés, soient livrés sur le site en temps, malgré les quelques retards. Mais bon, nous travaillons autour de tout cela pour que tout soit livré en bonne et due forme. En un mois, on aura complètement fini avec les structures métalliques. Donc on attend qu'on nous livre les panneaux solaires sur le site. Dès qu'ils sont là aussi, immédiatement, on commence à les monter. When the PV modules were received, we will manage the time for doing this job. Comme vous pouvez le constater, cette centrale photovoltaïque prévue sur une superficie de 80 hectares commence à se dessiner sur le plateau de Chipuka. Sur le plan descriptif, la plateforme va accueillir 255 tables réparties en deux blocs, soit 128 tables dans le bloc gauche et 127 tables dans le bloc droit. À un détail près, chaque table sera dotée de 96 panneaux, ce qui fait un total global de 24 480 panneaux sur ce champ photovoltaïque. Dans l'entretemps, une autre opération se fait concomitamment. Il s'agit de l'opération de rotation des véhicules pour l'acheminement sur site de panneaux solaires issus des 40 conteneurs en provenance de Lubumbashi dans le Haut-Katanga via Mweneditu. Grâce à l'expertise de Trade Service, le partenaire logistique du FPI, sous la facilitation de la Société nationale de chemin de fer du Congo, la SNCC, cette opération s'avère être un succès. Le premier lot des panneaux solaires a été réceptionné le jeudi 9 février 2023. François Pouila est cadre au FPI et il est le team leader de ce projet. Nous avons les sentiments de joie. Les sentiments de joie parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Nous avons vu comment le travail évolue au jour le jour. Mais la matinée d'aujourd'hui, c'était un jour spécial, c'était une matinée spéciale. Parce que, comme vous le voyez, derrière moi, le travail est en train de se faire. On a posé les premiers panneaux aujourd'hui. Et pour finir, il s'y est de préciser qu'à ce jour, pendant que le site de Chipuka est en train de se métamorphoser, l'attente demeure l'expédition dans de tout prochains jours des appareillages de commutation basse tension et moyenne tension. Entendez par là toute la partie électronique à aligner dans le montage de cette centrale photovoltaïque, qui sont fabriquées par la firme Schneider Electric. Pour rappel, ce projet énergétique qui figure parmi tant d'autres projets structurants en développement dans l'espace Grand Kasaï, dont l'initiateur est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le concours du Fonds de promotion de l'industrie qui a été enrôlé comme autorité contractante dans la mise en œuvre de ce projet qui s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un incendie s'est déclaré ce samedi 18 février 2023 dans les bâtiments principaux du FPI sur l'avenue Lukusa dans la commune de La Gombe. Aussitôt informé, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Mudimu Tshisekedi, s'est rendu sur le lieu pour mesurer l'ampleur des dégâts.
Reportage. C'est un feu dévastateur qui a consumé les bâtiments centraux abritant le bureau du président du conseil d'administration du FPI sur l'avenue Lukusa dans la commune de Lagombe. Les dégâts sont énormes. Selon les témoignages des agents de sécurité trouvés sur les lieux, c'est aux environs de 14 heures que le feu s'est déclaré dans les bâtiments. Quelques minutes après l'incendie, le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des camions anti-incendie de la MONUSCO, de l'Hôtel des Villes et de la Marsavco, épargnant ainsi les bâtiments annexes. Soucieux du bien-être de son personnel et du patrimoine de l'entreprise, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a fait le déplacement vers le lieu du drame pour faire le constat. On doit avoir perdu des documents parce que les gens travaillaient là-bas. C'est le siège du conseil d'administration. Les gens du conseil d'administration se réunissent, ils gardent leurs documents là-bas. Il est vrai qu'avec l'ampleur de l'incendie, une bonne partie de ces documents est partie. Il convient de signaler que les causes de cet incendie ne sont pas encore connues, mais une enquête est déjà en cours pour en déterminer les raisons. Vulgarisation, c'est samedi 18 février 2023 au Palais du Peuple de la loi organique de la Cour des comptes au cours d'une activité réalisée à l'intention des comptables publics et des receveurs de régies financières. Jocelyn Baba et Armen Ngoma étaient présents pour le compte de l'agence Galaxy Media. Une journée a suffi à la Cour des comptes pour vulgariser la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant sa composition, son organisation et son fonctionnement à l'intention des comptables publics et receveurs des 3 régies financières, notamment la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et accises et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Selon le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, ce présent atelier d'une journée s'inscrit dans le cadre de sensibilisation et vulgarisation de la loi organique qui a apporté beaucoup d'innovations dans la gestion des finances publiques au Congo-Kinshasa. Cette loi organique est venue abroger les 3 ordonnances-lois de 1987 qui ont régi la Cour des comptes depuis son installation effective en 1987. S'inscrivant dans la série de textes légaux et réglementaires pris dans le cadre de la réforme des finances publiques, la loi organique susvisée a apporté des innovations dans l'émission régalienne confiée à la Cour des comptes. D'aucuns se poseraient certainement la question de savoir pourquoi la Cour des comptes tient à vulgariser sa loi organique et pourquoi à l'intention de comptables publics principaux. Nous voulons rappeler ici à l'auguste auditoire que la loi organique de la Cour des comptes constitue le creuset juridique de la mise en œuvre du devoir sacré de redevabilité de tout agent public qui intervient dans la gestion des finances et de biens publics. Après une brève présentation de cette loi organique, il en est suivi d'une série d'échanges entre la Cour des comptes et les comptables publics sur l'exécution de certaines dépenses publiques qui les échappent surtout au niveau des cabinets ministériels. Présent à cette journée de sensibilisation, le ministre des Finances Nicolas Kazadi Kadima a, à son tour, promis aux comptables publics d'améliorer leurs conditions de travail dans les tout prochains jours. Restons encore à la Cour des comptes avec cette cérémonie d'échange de vœux vendredi 17 février dernier, une occasion pour les premiers présidents de l'organe supérieur de contrôle de gestion des fonds publics, Jimmy Munganga Ngwaka, de dresser le bilan des activités de cette institution au cours de l'année 2022, avant d'aborder les défis importants que doit relever la Cour des comptes. Didi Mavambou et Armen Ngoma pour le reportage. Cérémonie d'échange de vœux haute en couleur à l'esplanade de la Cour des comptes dans la commune de Lagombe.
Les personnels de cet organe supérieur de contrôle de gestion des finances et biens publics en RDC étaient rassemblés autour du premier président Jimmy Munganga, qui a d'abord rendu un vibrant hommage au magistrat suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle dans la réhabilitation de la Cour des comptes. Dans un langage limpide, le numéro 1 de la Cour des comptes a dressé un bilan élogieux des activités de son institution depuis sa nomination il y a de cela 6 mois, marqué par la prestation de serment des magistrats en août 2022. En me plaçant à la tête de la Cour des comptes, le magistrat suprême m'a donné une mission, celle de faire jouer pleinement à cette institution ses missions régaliennes dans le contrôle des finances et des biens publics. Dans une nouvelle perspective, la Cour des comptes est en train de se forger une réputation solide en se confirmant de plus en plus en tant qu'institution supérieure de contrôle. La Cour doit être très bien structurée pour agir et interagir avec toutes les parties prenantes dans l'environnement des finances publiques en République démocratique du Congo. Dans cette perspective, j'ai commencé par assurer à notre Cour sa visibilité en tant qu'institution supérieure de contrôle, notamment par les contacts avec les autres organes de contrôle de l'exécutif, comme l'Inspection générale des finances, l'Autorité de régulation des marchés publics, la Direction générale de contrôle des marchés publics. Concernant la perspective de l'année 2023, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, est conscient que les défis à relever sont de taille, mais il reste optimiste et compte beaucoup sur les stratégies mises en place par son institution en vue d'atteindre les objectifs visés. Toujours dans la perspective d'une année 2023 que je pressens particulièrement laborieuse à la Cour des comptes, de rapprochements fructueux ont d'ores et déjà été opérés avec des structures des ministères du budget et des finances et la Banque centrale du Congo pour faciliter la mise en œuvre des mécanismes de veille budgétaire et financière. Cette nouvelle stratégie que la Cour des comptes est en train de mettre en place pour veiller en temps réel la gestion des finances et des biens publics à tous les niveaux de l'État. Cette cérémonie d'échange de vœux très édifiante s'est clôturée dans une ambiance de convivialité. La Cour des comptes, qui dispose désormais de magistrats assermentés, ne fera aucun cadeau à tout celui qui osera s'amuser avec le fonds et biens publics conformément aux dispositions légales. Panier de la ménagère à présent, Naomi Makwela a fait les tours des principaux marchés de Kinshasa samedi 18 février 2023 pour savoir quelle est l'évolution des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation. Voici son constat. Ces tours d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la capitale du Congo démocratique s'ouvrent avec la viande TS, dont le coût d'un carton est resté stable d'une semaine à une autre. 252 000 francs congolais au marché de la Liberté, 270 000 francs congolais les cartons au marché Zikida, 265 000 francs congolais au marché Gambela et enfin 260 000 francs congolais au marché Matete. Côté légumes, une botte de feuilles des amarades appelée Bitekuteku en provenance d'Indjili Brasserie et du Congo central se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zikida, Gambela et Matete. Quant aux produits secs, sachez que le prix d'un sac de semoule jaune de 25 kg se négocie à 47 500 francs congolais au marché de la Liberté, 47 000 francs congolais au marché Zikida et à 46 000 francs congolais au marché Gambela et Matete. Pour l'huile végétale, le prix d'un bidon de 5 litres de la marque Regina de l'entreprise Palmuco
coûte 24 000 francs congolais au marché de la Liberté et Matete et 24 500 francs congolais au marché Zikida et Gambela. Bouclant ces tours d'horizon de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec les safou, dont un lot de 6 pièces coûte 1 500 francs congolais au marché de la Liberté, Gambela et Matete et 2 000 francs congolais au marché Zikida. Telles sont les tendances de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media au samedi 18 février 2023 sur les principaux marchés de Kinshasa. Et puis sur le marché monétaire, la Banque centrale du Congo a affiché au vendredi 17 février 2023 un dollar américain à 2035,69 francs congolais, un euro à 2182,46 francs congolais, un franc CFA à 3,327 francs congolais, et un rand de la monnaie sud-africaine à 113,204 francs congolais. Au samedi 18 février 2023, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2020 et 2050 francs congolais les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Indjili, la devise américaine s'est échangée à 2000 francs congolais, 2100 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, la capitale, 2280 sur l'avenue Lokusa chez Mère Double dans la commune de la Gombe, 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Isiro, nous sommes là dans la province du Haut-Touélé, même taux observé à Lusambo dans le Sankuru, 2020 francs congolais le dollar à Kananga dans la province du Kasaï central, à Mbandaka dans la province de l'Équateur, le dollar vaut 2030 francs congolais, 2050 francs congolais pour $1 à Kabinda, nous sommes là dans la province de la Lomami. Enfin, les pics du taux de change à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ce week-end à Lissala dans la province de la Mongala où $1 américain a valu 2100 francs congolais. Quelles sont les tendances des cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 18 février 2023? Mireille Makiese nous en parle dans ses commentaires. Après une semaine de hausse, les cours du pétrole ont encore baissé de prix. À New York, le baril du brut léger américain WTI a coûté 76,31 américains, en baisse de 2,15%. Baisse également de 2,03% à Londres, où le baril du Brent s'est négocié à 83,10 américains. À en croire le site prixdubaril.com, les prix du pétrole ont légèrement reculé jeudi, digérant encore l'afflux massif des stocks des bruts aux États-Unis et malgré la révision à la hausse des projections de la consommation mondiale du brut par les principales agences de l'énergie. Le kilowattheure du gaz naturel s'est vendu à 228 américains, en hausse de 0,53%. Sur les marchés miniers, la tonne métrique du cuivre s'est vendue à 8 891 américains, soit une hausse de 0,74%. Hausse également du prix du cobalt, la tonne métrique coûtant 35 270 américains, en légère hausse de 0,04%. L'once d'or est également en hausse de 0,20%, se vendant à 1841,45 américains. La tonne métrique du fer s'est située à 124,94 américains, en hausse de 0,25% selon le site investing.com. Celle du coltan s'est maintenue à 114 000 américains selon Investir, leséchos.fr, restant stable dans le vert à 0,00%. Enfin, la tonne métrique du lithium a coûté 1387 américains, en hausse de 1,23%. Pour les céréales, stabilité du prix du maïs à 0,00%, la tonne coûtant 678 américains. Baisse persistante côté riz de 0,14%, la tonne s'est négociant à 17,56 américains. La tonne du blé s'est vendue à 766 américains, soit une hausse de 0,03%. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café a coûté 186 américains, soit une forte hausse de 49,02%, toujours dictée par la hausse importante des coûts de production avec effet d'entraînement sur les prix.
La tonne du cacao s'est vendue à 2771 $ américains, en forte hausse de 18,54%. Enfin, la tonne du coton s'est négociée à 80 $ américains, soit une forte baisse de 21,79%, justifiée par la consommation du coton en berne dans le monde, faute des demandes des industries et sous l'effet des stocks importants, les filatures achetant de moins en moins le coton. Madame, Monsieur, c'en est fini pour ce numéro de Fiscalité et Développement. Merci de nous avoir suivis depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. On se retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.